Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Est-ce que vous connaissez Luigi Mangione ? Et est-ce que vous avez suivi le fait divers qui le concerne ? Il est accusé d'avoir assassiné, dans le dos, de manière froide, en pleine journée, le CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Et ce qui est étonnant avec cet assassinat, c'est que Luigi Mangione est considéré comme une sorte d'icône sur les réseaux sociaux, donc il est célébré dans plein de postes. Et ça dit quelque chose de notre société. Et la question c'est, qu'est-ce que ça dit exactement, en particulier dans une société aux États-Unis où on célèbre les gens qui réussissent avec de l'argent. Et pour discuter de ça, je reçois Nicolas Framont, qui est un sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle Saint Luigi. Et avec lui, on va essayer de comprendre c'est quoi la relation entre les pauvres et les riches dans le monde, aux États-Unis aussi, mais en France également, et pourquoi on arrive à cette situation où on célèbre des assassins. Un épisode qui va, je pense, vraiment beaucoup vous intéresser. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, Bon. merci. Tu prends le train, tu arrives tout de suite. Voilà. Et on enchaîne. Exactement. On va parler de Luigi. J'ai plus son nom en tête d'ailleurs. Son nom de famille c'est Mangione. Mangione. Ouais. Qui est une personne qui est accusée. Ouais. Accusé. On dit accusé parce Oui, qu'il a pas été encore. Il est accusé. Il est accusé d'avoir assassiné le patron d'une boîte d'assurance américaine. Pas la meilleure. Et le bouquin, de manière assez, je sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, c'est incisif, s'appelle Saint Luigi. Pourquoi t'as décidé de te concentrer sur ce personnage et pourquoi en faire un saint alors qu'il vient potentiellement d'assassiner quelqu'un de manière froide dans le dos dans les rues de New York? Bah oui, c'est important de préciser quand même. Donc c'est le suspect d'un meurtre. Donc c'est pas rien. D'ailleurs, le livre défend pas spécialement le meurtre d'un point de vue politique. Par contre, il parle d'un phénomène qui est la popularité de ce meurtrier présumé. Et cette popularité, on l'attendait pas, parce que un meurtre, évidemment que c'est quelque chose d'impopulaire a priori. D'ailleurs, les tentatives de résoudre les conflits politiques par le meurtre ont plutôt été très mal vécues par les populations. Je fais notamment référence au terrorisme d'extrême gauche dans les années 70-80 en Europe. Oui. Mais en fait, pourquoi un saint ? Parce que justement, cette popularité-là, et des gens qui l'ont décrit comme quelqu'un, en fait ça vient du mème qui a inspiré le titre de livre, donc le mème qui est en couverture, c'est-à-dire un Luigi qui a été repeint comme une sorte d'icône chrétienne. Donc moi j'ai trouvé ça amusant et je trouve que parler de sa sainteté, je suis pas compétent pour canoniser les gens, mais évidemment qu'il y a un côté et provocateur et effectivement décrire un phénomène qui est que pour beaucoup de gens, donc selon les sondages, c'est à peu près 40% des États-Unis, par exemple des Américains, c'est un meurtre acceptable. Donc c'est pas rien quand même. Ça veut dire quelque chose du niveau de violence atteint par la société capitaliste et la façon dont les gens le vivent. Alors justement, c'était ma question, cela dit, mais qu'est-ce que ça veut dire sur notre société que une personne qui assassine de sang-froid, surtout que les Américains, on a quand même l'air de rien une culture différente, c'est pas des Français, ils sont pas socialistes, donc pour eux, quelqu'un qui réussit entre guillemets, c'est un père de famille, la personne qui a été assassinée, j'entends, père de famille, je sais plus exactement 2 enfants, je crois de mémoire, marié, sans histoire a priori, quelqu'un qui a réussi entre guillemets par lui-même. En plus, oui, c'est quelqu'un qui vient plutôt d'un milieu modeste. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une icône américaine classique. C'est ça. Sauf que là, il est clair que il y a eu beaucoup moins d'expression de sympathie pour lui que pour son meurtrier présumé. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre... Toi, t'es sociologue, donc en fait, ça m'intéresse de comprendre toi ta lecture. Moi, si ce phénomène m'a intéressé, si j'ai décidé d'écrire un livre qui part de cette histoire, pour dire d'autres choses, mais qui part quand même de cette histoire, c'est justement parce que je me dis que peut-être qu'on a franchi un cap de délégitimation du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, les icônes du capitalisme ne font plus rêver et leurs méfaits à eux
sont de plus en plus dévoilés. Dans le cas des assurances santé privées aux États-Unis, donc qui sont en fait le seul modèle existant, les méfaits, c'est dans le cas de Brian Thompson, donc le PDG de United Healthcare, c'est d'avoir fait augmenter le taux de refus de remboursement de prise en charge de soins, donc qui est passé sous son mandat à peu près de 10% à 30%. C'est pas les chiffres exacts, mais c'est ces ordres de grandeur là, qui fait que beaucoup de gens se sont trouvés à pas pouvoir bénéficier de soins dans le pays le plus riche du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu comme intolérable par les Américains, y compris par les Américains qui effectivement n'ont pas une culture de l'intervention sociale et étatique forte. Mais sur les questions de santé, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus consensuel. Il semble inacceptable que le capitalisme prenne en charge notre santé et du coup que des gens se fassent du profit sur notre santé et plutôt sur notre mauvaise santé, puisqu'en fait le principe des assurances, c'est comme n'importe quelle assurance, moins vous prenez en charge de sinistres, plus vous dégagez de profit, parce que l'équilibre il est meilleur, et c'est ce que ces assurances santé essaient de faire aux États-Unis de plus possible. Donc en fait je pense qu'on franchit un seuil, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, et je pense que ça peut faire, d'ailleurs je pense que c'est ce cas, ça fait peur à un certain nombre de patrons qui disent hop, parce qu'en fait une question que je me pose naturellement, c'est est-ce que le problème c'est Brian, donc le CEO, ou est-ce que le problème c'est le système dans lequel il a été pris? Parce qu'on se dit, cet homme-là qui vient d'un milieu populaire, donc il a connu entre guillemets la difficulté. Alors sans doute qu'après il s'est raconté des histoires sur le fait qu'il avait réussi par lui-même et que donc c'était possible. Et donc voilà, enfin tu vois toute cette histoire. Bien sûr. Néanmoins, ses parents, sa famille, je sais pas ses frères et sœurs, ses amis d'enfance. J'imagine qu'ils n'ont pas tous eu la même trajectoire que lui. Donc en fait, il a peut-être été, enfin je sais pas ce qui a motivé le fait de réduire les aides comme ça et de refuser les aides aux personnes qui souscrivaient à l'assurance, donc les refus de soins, de remboursement en tout cas. Mais est-ce qu'il n'a pas été pris? C'est pas l'action d'un homme isolé, c'est-à-dire que c'est l'action d'un système qui l'appuie à faire ce genre de choses. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ça la principale critique. On va dire par exemple les marxistes historiquement, ils ont critiqué, on va dire les assassinats politiques et le terrorisme politique en disant ça sert à rien de s'en prendre à des individus parce que c'est un système et qu'en fait t'as beau t'en prendre aux individus, en fait à la fin de toute façon ils sont remplacés. Les exemples historiques que je montre, c'est par exemple le tsar de Russie Alexandre II qui a été assassiné par un groupe terroriste, on peut dire anarchiste. Il a été remplacé. Alors même qu'à l'époque ils avaient vraiment l'impression qu'en visant l'individu ils visaient le système, mais non, parce qu'en fait le système c'est toujours au-delà des individus, et c'est le cas aussi pour Brian Thompson, c'est le cas aussi pour la plupart des PDG, mais je trouve quand même que cette histoire de système elle présente des failles, et que quelque part par moment c'est une excuse bien pratique de se dire le capitalisme, longtemps c'était quelque chose de dominant de dire le capitalisme c'est des flux financiers, c'est des marchés, c'est pas moi, c'est le marché, ça c'est ce que vont dire vos propriétaires quand ils augmentent les loyers. Sauf qu'à la fin il y a des gens qui prennent des décisions, et ça c'est important de le rappeler. Et dans le cas de Brian Thompson, clairement, c'est quelqu'un qui a eu un rôle sans doute clé, parce qu'en fait, il y a des hiérarchies dans le capitalisme, et il y a des gens qui sont plus décisionnaires que d'autres, et même s'ils sont pris dans un système de gratification, etc., qui font que leurs actes sont évidemment encouragés, à la fin, il y a quand même des gens qui appuient sur le bouton, et je trouve que c'est bien de rappeler cette réalité-là. Et dans le cas de, moi, c'est ce que j'appelle donner la mort par PowerPoint, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le système capitaliste dont les décisions provoquent des décès, et puis du mal-être. Oui, parce que c'est ça dont on parle, parce qu'en fait, Brian Thompson, pardon, je te coupe, mais il a été tué, assassiné de manière froide dans New York, mais lui, il a de manière et c'est la violence en col blanc d'une certaine manière, et qu'on voit pas, et qui est beaucoup plus acceptable entre guillemets. Il a tué des milliers de personnes. Oui, moi je pense que alors légalement on n'a pas le droit de le dire comme ça, non. Mais on peut dire que en tout cas ces décisions y ont fortement contribué, et je donne différents autres exemples dans le livre d'actions, de décisions qui ont contribué à tuer énormément de gens. Un des autres exemples les plus frappants, c'est l'épidémie d'addiction aux opioïdes, qui est vraiment quelque chose qui a été créé par la mise sur le marché d'un médicament, l'Oxycontin, par un groupe pharmaceutique dirigé par une famille, la famille Sackler, et c'est quelque chose qui a tué des centaines de milliers d'Américains depuis le début des années 2000. Et il y a bien des gens qui non seulement ont pris la décision de mettre sur le marché un médicament dangereux, et qui ensuite ont ignoré les alertes, et qui, une fois qu'ils ont eu des alertes, ont décidé de payer des cabinets de conseil pour les aider à faire face à ces alertes-là, pour pouvoir continuer à vendre leurs produits qui étaient en train de tuer des gens. La crise des opioïdes, c'est ça. C'est bien des gens de chair et d'os qui ont pris des décisions, qui auraient pu les arrêter et qui ne l'ont pas fait. Et c'est valable finalement dans beaucoup de domaines du capitalisme. Certes, les gens sont pris dans par exemple, on est pris dans un milieu social qui fait qu'on est encouragé à mettre l'accumulation de profits avant toute chose,
y compris la vie humaine. Ça, c'est vrai, ils sont pris là-dedans. Mais quand même, on n'est pas tous responsables de ce qui se passe dans le capitalisme. Il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres. Et je trouve que cette affaire, elle met ça en lumière. Et pour ça, elle est très intéressante. Alors pour la petite histoire, et tu ne le sais pas parce qu'on se connaît pas assez, mais j'ai un autre podcast sur le leadership où je reçois que des leaders, des CEO qui sont dans cette démarche justement hyper positive. Et il y en a plein, en fait. Enfin, il y en a plein. Il y en a un certain nombre qui réfléchissent à comment je fais en sorte de donner un salaire décent, comment je mets le care. En fait, moi, je suis vraiment dans cette logique de comment je mets le care au centre. Donc, il y a effectivement, et c'est pas forcément des startups, tu vois, où il y a 10 salariés. Ça peut être des très grosses boîtes. Comme Best Buy aux US, je sais pas si tu vois, bon, c'est l'équivalent d'Artifnac aux US, mais tu vois, qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est un gros machin, avec beaucoup de salariés, et le patron qui était un Français, a redressé la boîte en mettant ce qu'il appelle le cœur au centre. Donc tu vois, tu peux envisager les choses de manière différente, toujours dans un système capitaliste, avec les fonds de pension. Donc, et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'un humain peut malgré tout, alors je dis pas que c'était parfait, hein, mais en tout cas, il peut aller dans le sens de l'humain et pas nécessairement que dans le sens de je vais appuyer, mais c'est pas ma faute, vous comprenez. Mais néanmoins, il y a quand même ce système qui est hyper pressurisant. Et la question que je me pose, c'est où est-ce que tu mets la barrière, parce que en fait, moi j'ai l'impression de mon petit tabouret là que il y a quand même différentes gradations dans ce système. Il y a les gens qui sont salariés, qui peuvent avoir des très bonnes positions et voire gagner des salaires qui sont très élevés, mais de manière assez étrange, ce que je ressens et ce que je sais par ailleurs pour avoir interrogé un certain nombre de personnes, c'est que ces personnes-là qui peuvent gagner même, et je suis pas en train de les plaindre, hein, mais 5-6 000 euros par mois, en fait elles sont écrasées par un système qui est de toute façon élevé, avec des gens qui ont tellement d'argent qu'en fait ça écrase tout vers le bas. Je sais pas si tu vois ça aussi un petit peu dans la théorie de Piketty, hein, de cette manière. Mais dans le monde de l'entreprise, évidemment, on voit ça. Le capitalisme, c'est un système hiérarchique avec des gradations. Étienne de la Boétie disait, c'est une chaîne de servitude volontaire. Tu te fais écraser par celui d'au-dessus, etc. Toi-même, tu écrases. Ça, c'est la vision très pessimiste. Mais je dirais que quand même, le capitalisme, il se caractérise par une minorité de décideurs et une majorité d'exécutants. Les gens qui ne vivent que de leur travail, globalement, la majorité des gens, par exemple, dans un pays comme la France, c'est valable dans la plupart des pays du monde, et certains plus, sont en position de subordination, donc ils n'ont pas ils n'ont pas d'autonomie sur leur propre travail, et évidemment, ils peuvent pas décider ce qu'ils font de leur appareil productif, par exemple. Donc en fait, ils subissent. Et puis, il y a des gens qui sont dans des positions intermédiaires. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon livre Parasite, la sous-bourgeoisie. C'est la classe d'encadrement. Ça va être dans les entreprises, les cadres supérieurs, ceux qui vont encadrer le travail des autres, essayer de faire en sorte que le taux de profit remonte pour contenter les actionnaires qui, eux, sont les véritables décideurs et profiteurs. Et donc cette classe-là, elle est facile à circonscrire. En France, on a vraiment une presse patronale qui nous aide à la comprendre. Par exemple, chaque été, on a le classement des 500 familles les plus riches de France. Oui, t'as fait toute une vidéo dessus. Bah ouais, parce que c'est très révélateur. Moi je dis c'est un pamphlet marxiste challenge, parce que vraiment, ils isolent, ils donnent les noms, les adresses, les visages. C'est très dangereux de faire ça. Des 500 personnes les plus riches de France, et ils montrent d'où ils tirent leur pouvoir. Et ils tirent leur pouvoir de la possession de toute une partie de notre économie, voire l'écrasante partie de notre économie. Et ils se sont aussi considérablement enrichis. Hein. Leur fortune a été multipliée par 14 en 20 ans, bien plus vite qu'a augmenté la fortune de la France, par exemple, enfin notre PIB. Donc en fait, clairement, ils se sont servis une part de plus importante du gâteau. Hein. Maintenant, ils possèdent vraiment une part importante de notre PIB. Donc voilà, je veux dire, il y a des strates, mais c'est pas, si tu veux, c'est pas tout le monde, on n'est pas tous enchaînés du SDF au PDG. Il y a bien une classe qui concentre l'essentiel des pouvoirs, qui évidemment est aidée par tout un staff. Et là, il y a énormément de gens, y compris les salariés très bien payés dont tu parles. Mais ça reste pas tout le monde, quoi. Donc, je trouve que c'est bien de rappeler cette réalité, sinon on est dans des discours déresponsabilisants en disant voilà, le problème écologique c'est la faute des hommes et de la folie humaine, les guerres, l'impérialisme, la colonisation. Bah non, à chaque fois il y a quand même eu une minorité de décideurs qui eux-mêmes sont pris évidemment dans un système de justification, dans un système idéologique qui font qu'ils ne voient pas toujours le mal qu'ils font. Mais il me semble que, ces 10 dernières années, il y a quand même des indices très clairs du mal qu'ils font. Et est-ce que leur politique a évolué? À part les cas marginaux dont tu parles, la tendance, elle est à l'augmentation de l'accumulation et l'augmentation de l'assujettissement de la population et de la planète. Donc, Mais est-ce que la question que je me pose, et parce que je connais aussi, tu vois, le réseau faisant beaucoup de personnes qui sont dans ces situations auxquelles tu fais référence,
Et je pense que en France, par exemple, on a du mal quand même à taper sur les riches. On n'aime pas trop. Enfin, on aime le faire, mais finalement pas vraiment, parce qu'on a toujours la sensation que potentiellement nous on pourrait y être. Et surtout, on se dit, mais si c'était moi dans cette situation, est-ce que je ferais pas la même chose? C'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que les 500 fortunes qui se sont enrichies fois 14 sur les 20 dernières années. Ils ont simplement eu l'opportunité, ils l'ont fait. Je veux dire, et encore, je pense que clairement, c'est pas eux qui gèrent leur fortune. Hein. Donc, c'est des gens qui eux-mêmes travaillent leur argent, que ce soit des banquiers, des conseillers, etc., etc. Eux, ils sont juste, tu vois, ils vivent leur vie et puis ils voient leur argent augmenter, mais finalement pas vraiment parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est intéressant sur les 500 fortunes, ce qu'on voit dans le challenge et quand on se penche dessus, c'est que quand même c'est pas simplement des rentiers qui sont dans leur coin, ils voient le truc augmenter. Et souvent, d'ailleurs, ils dirigent les groupes, etc. Oui, ils sont très impliqués dans leurs affaires. Mais comment dire, ils sont pris dans un système. Et est-ce que nous, on ferait pareil à leur place? Oui, probablement. C'est ça le principe d'être pris dans un système. Mais donc, si tu veux, c'est pour ça que moi je déplace la critique, quoi. Moi, ma critique, elle est pas morale, elle est systémique, et surtout ma critique, elle est en termes d'équilibre des forces. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui fait que les grandes fortunes ont pu augmenter leur argent comme ça sur notre dos, c'est qu'on les a laissés faire. Hein, c'est ça ma thèse principale. Donc en fait, comment rétablir l'équilibre pour moi, c'est pas faire en sorte qu'il y ait des good guys qui prennent la tête des 500 fortunes, puisque de toute façon, la moitié c'est des héritiers directs, parfois sur 6 générations, comme le premier du classement, le patron d'Hermès. Ouais. Voilà, donc on peut même pas rêver à l'idée qu'on pourrait les remplacer, puisque de toute façon, c'est pas fait pour. Hein, c'est le principe des classes sociales, c'est que en fait, elles bougent qu'à la marge. Hein, donc il y aura toujours effectivement du mouvement, mais ça sera toujours une minorité qui pourra pas transformer les choses. Et quand bien même d'ailleurs il y aurait une minorité qui arriverait à se hisser, on n'observe pas de différence de comportement flagrante entre ceux qui viennent par exemple de milieux moyens ou populaires parmi ces grandes fortunes et les autres. Parfois même t'as l'inverse, hein, c'est-à-dire t'as des effets de zèle, hein, c'est-à-dire que les fameux transfuges de classe, tu t'es élevé et tout, et du coup t'as encore plus la rage et finalement t'es plus royaliste que le roi, tu vois. Oui, mais parce que ça existe, parce qu'en fait tu te dis et moi je vois ça, moi je suis transfuge de classe. Comme beaucoup d'autres personnes, et pas que ça soit mon point de vue, mais en tout cas tu peux te dire attends, mais moi si j'ai réussi, c'est que c'est possible. Tu vois, absolument. Tu peux très bien te dire ça. Mais de toute façon, le capitalisme prévoit, il y a toujours eu des transfuges, hein, je veux dire, parce que de toute façon, l'appareil productif évolue, donc il y a des nouveaux postes qui sont ouverts, il y a des besoins d'ascension sociale par le système lui-même. Par exemple, si on fait tous beaucoup plus d'études sur nos générations, là je parle des gens qui ont entre 30 et 40 ans, on en a fait beaucoup plus que nos aînés. Mais c'est pas parce qu'on a juste été meilleurs, c'est parce qu'en fait le système a besoin en France, par exemple, de travailleurs plus qualifiés, c'est tout. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, donc c'est pas tant la volonté c'est pas une critique morale, c'est une critique systémique, c'est une critique de l'équilibre des forces. Et en gros, moi, ce qui fait que ces gens se sont enrichis, c'est parce qu'on les a laissés faire. Et pourquoi on les a laissés faire? Parce qu'en face, il y a eu beaucoup moins, on n'a pas rendu les coups. Moi, je dis on n'a pas rendu les coups, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu beaucoup moins de capacité à s'opposer à ce mécanisme de prédation, ce mécanisme d'héritage. Et donc, clairement, là, il y a des explications politiques. Hein. Notre système fiscal, il a été rendu de plus en plus injuste, ce qui permet une accumulation de richesses. On a des États qui sont de plus en plus au service de ces grandes fortunes et de ces grandes entreprises, plutôt que au service de la population. Là, je parle sur le plan de la redistribution de richesses. Hein. En France, on a des grandes fortunes qui sont très aidées, des grandes entreprises qui sont très, très aidées, bien plus que les petites. Tu peux nous rappeler les chiffres? Si tu veux, il y a un papier qui est sorti, enfin une étude, pas un papier, mais c'est la commission d'enquête sénatoriale qui a réuni l'ensemble des aides aux entreprises privées. Ça, c'est 211 milliards d'euros par an. Donc ça comporte énormément de choses. Ça peut être des réductions d'impôts, des exonérations de cotisations sociales, des subventions directes. Il y en a qui disent les exonérations, les réductions, c'est pas comme si on donnait d'argent. Si, parce qu'en fait, c'est du manque à gagner. Et ce manque à gagner, du coup, c'est l'État qui va le verser. Par exemple, ce que la Sécu ne prend plus aux entreprises via l'URSSAF, c'est l'État qui le verse, donc sur son budget, sur notre TVA, sur nos impôts sur le revenu, etc. 211 milliards, hein, c'est énorme. C'est énorme, c'est un énorme manque à gagner. D'ailleurs, je trouve ça fou que dans les débats sur l'augmentation de la dette, on ne parle quasiment jamais de ce chiffre, tu remarqueras. On va aller se demander si les malades de longue durée, ils méritent bien d'avoir des arrêts maladie pour pouvoir aller piquer 1 million par an, alors qu'on a 211 milliards qui dorment. Mais ça dit une évolution, c'est qu'on est passé de l'État-providence pour les gens à l'État-providence pour les riches et pour les grandes entreprises. Donc, si tu veux, quand je dis on les a laissés faire ça, c'est pas que c'est de notre faute, mais c'est qu'en fait le système politique a complètement évolué pour être en connivence avec ces grandes fortunes-là, et il a évolué parce que globalement les classes populaires et les classes moyennes ont été dépossédées de l'appareil étatique. D'ailleurs,
Ça, c'est une tendance historique, hein. C'est rare en réalité qu'on ait eu la main sur l'appareil étatique. En gros, il y a quelques exceptions historiques, 1936, l'immédiate après-guerre, un petit peu les années 60 dans le cadre du compromis qui était le gaullisme. Et après, c'était foutu. La bourgeoisie a récupéré son dû, et son dû, c'est un État qui favorise ses intérêts. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais comment dire, c'est des systèmes d'impunité, tu vois, c'est-à-dire tu commets ton méfait, alors, déjà parce qu'il est légal, en fait, l'enrichissement infini, c'est légal, les licenciements de masse, maintenant, c'est légal, la maltraitance au travail, c'est grandement légal, hein, il n'y a pas grand-chose qui t'en empêche, le droit du travail, il est beaucoup moins protecteur qu'avant, donc voilà, c'est rendu possible, donc pourquoi se priver, à part, voilà, quelques exceptions de managers, de patrons qui vont, alors même qu'ils ont un boulevard pour maltraiter les gens, vont essayer de ne pas les maltraiter. Aussi parce que, et ça c'est rassurant, ils se rendent bien compte que on va dans le mur en procédant comme ça, et que d'ailleurs, quand on parle du dérapage des comptes de l'assurance maladie, c'est aussi vachement lié au fait que les gens sont de plus en plus en burn-out, sont de plus en plus mal, et que donc les arrêts maladie vont continuer d'augmenter si on continue de maltraiter les gens comme ça. Et heureusement, il y a quelques capitalistes un petit peu intelligents qui se disent, peut-être que si on veut conserver une main-d'œuvre un petit peu fiable, il faudra arrêter de les maltraiter comme ça, si tu veux. Mais donc voilà, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une économie capitaliste moins prédatrice? C'est si on a des contre-pouvoirs. Et puis bon, moi, à terme, je pense si on rétablit une forme d'économie qui est contrôlée, qui est au service de la population, au service de la planète. Et là, ça implique carrément le fait qu'il n'y ait plus de classe dominante et de classe bourgeoise. Mais ça, c'est dans un second temps. Déjà, si on rétablissait l'équilibre un petit peu en termes de rapport de force, on obtiendrait des résultats. Alors attends, parce que j'avais une question en tête, mais comme tu as dit un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, je vais rebondir. Tu penses que... Enfin, tu vois, j'ai fait une interview avec Michel Maffezoli, que tu dois connaître, qui me dit, il y a forcément des classes dominantes dans une civilisation. Comment t'envisages qu'il n'y ait pas de civilisation, de classe dominante, de classe bourgeoise? Je pense que c'est le stade, si tu veux, ça sera le stade supérieur de notre humanité, tu vois. Effectivement. On a rarement des exemples, il y en a à la marge, dans des petites sociétés, effectivement, où il n'y a pas de classe dominante, ou une classe dominante très sous contrôle, qui va tourner énormément, etc. Moi, je dis, c'est ça, on est là pour faire mieux, on est là pour s'améliorer en tant qu'humain, et une façon de s'améliorer en tant qu'humain, c'est d'abolir le plus possible les rapports de pouvoir, ou les rendre les plus éphémères possibles. Évidemment, il y a des rapports de pouvoir dans une société humaine, mais moi, je suis en quête d'une société où ces rapports de pouvoir, ils sont pas figés dans des classes sociales, par exemple. Ils peuvent être mis en place ponctuellement. Moi, à l'échelle du travail, par exemple, ça me dérange pas qu'à un moment donné, il y ait des chefs, mais pour combien de temps? Est-ce qu'ils doivent gagner plus? Est-ce qu'ils doivent, jusqu'où ils peuvent se comporter? Est-ce qu'on travaillerait pas mieux si les rapports hiérarchiques, ils étaient beaucoup moins présents, beaucoup moins flottants? Est-ce qu'on travaillerait pas mieux, par exemple, si on possédait collectivement notre appareil de production, si cet appareil de production, il était subordonné à des limites sociales et écologiques? Moi, je pense clairement que si. Et dans le cadre de ce système-là, il n'y a plus vraiment de classe profiteuse, il n'y a plus vraiment de classe qui accumule au fil des générations. Le gâteau étant plus partagé, il n'y a plus de classe dominante du système économique. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, il n'y a pas des dominations plus ponctuelles. Tu as les gens qui ont fait des études, il y a les artistes, il y a des groupes qui vont avoir des spécificités, mais ils ne vont pas régner dans tous les domaines comme c'est le cas actuellement. Actuellement, on a une classe sociale qui règne dans tous les domaines. Et son règne, elle s'est étendue. C'est-à-dire que maintenant, ils possèdent le système médiatique, hormis quelques îlots qui résistent. Ils possèdent évidemment l'économie. Ils ont une mainmise totale sur la politique française. C'est pour ça qu'ils font rien, les politiques. C'est-à-dire qu'ils sont un peu coincés. Ils sont pieds et mains liés. Ou alors on a des dirigeants propulsés directement par cette classe-là. C'est le cas d'Emmanuel Macron, une campagne éclair financée par énormément de dons, absolument encouragée par tous les grands médias privés. Voilà, on voit ce que ça donne. Donc oui, moi j'envisage un avenir dépourvu de classes dominantes qui cumulent tous les pouvoirs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des dominations éphémères, etc. Mais que au moins on les remet sur le tapis dès qu'il y en a, on en discute. Plusieurs questions. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui est l'ascenseur social est cassé, les transfuges de classe prennent le escalier de service? Pour moi, c'est le principe d'une société de classe que l'ascenseur social il soit cassé, tu vois. Ça a jamais été fait pour, L'ascenseur social, c'est une promesse qui nous rend les inégalités moins insupportables, plus supportables. C'est-à-dire qu'on se dit certes, je trime, mais mon enfant, ou je sais pas, ou peut-être si j'accumule, si je fais une belle opération immobilière, je pourrais me sortir de là. Cet espoir,
ou je joue au loto aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Cet espoir fait vivre, quoi, évidemment. Donc ça rend le truc moins insupportable que si on nous disait, on est dans une société de caste, t'es né ouvrier, tu resteras ouvrier. Donc, si tu veux, il y a toujours des failles dans un système, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société d'ancien régime où c'est vraiment ton appartenance à une famille qui détermine tout. Donc il y a effectivement des possibilités d'ascension sociale. Parfois, elles sont plus fortes selon les époques. Justement, quand on est dans une phase de mutation de l'économie, bah t'as des opportunités qui se créent. Tu vois, quand t'as, je sais pas moi, quand t'as des dérégulations, quand t'as le secteur informatique qui explose, bah il y a une forte demande, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui peuvent s'élever socialement en allant dans ce secteur-là. Ça s'est vu dès qu'il y a un peu des mutations. Mais globalement, le capitalisme, c'est pas fait pour l'ascenseur social. Donc, et les transfuges de classe, ça a toujours existé. Ça existait déjà au 19e siècle, etc. Sauf qu'il y a effectivement des modèles de société qui créent un peu plus d'ascension sociale, mais j'ai envie de dire qu'ils les arrachent, quoi. Par exemple, quand tu as un système éducatif performant, égalitaire, bah oui, tu peux potentiellement créer des mécanismes d'ascension sociale. Mais c'est pas le cas en France, hein. On n'a pas un système éducatif performant et égalitaire, c'est l'inverse. Non. Tu disais tout à l'heure, il y a des capitalistes malins qui se rendent compte qu'il y a un souci. J'ai reçu sur ce podcast 2 personnes que tu vas sans doute considérer dans ces catégories-là, je pense. Nicolas Framont, non, ça c'est toi. Je suis pas un capitaliste qui a pris conscience des choses. Du coup, son nom m'échappe, mais qui a écrit, donc ancien numéro 2 du MEDEF, patron du ministère du Travail de 2017 à 2020 sous Macron. Ah, est-ce que c'est Antoine Fouché? Antoine Fouché. Ah, je vois. Voilà, merci. Antoine Fouché, qui a écrit un bouquin qui s'appelle En finir avec le travail qui paye plus, et qui dit, en fait, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, c'est plus possible d'améliorer sa qualité de vie en travaillant. Donc, tu vois, quelqu'un, et d'ailleurs, j'ai fait la remarque au début, c'est quand même drôle qu'un mec de droite, et il me dit, mais ça veut rien dire d'être de droite, d'être de gauche. Ah, oui, mais si tu veux, on peut aussi considérer son bilan. C'est-à-dire, moi, quand je le vois tenir ces propos-là, je suis là, mais ce type, je le connais, puisque à l'époque où moi je travaillais à l'Assemblée nationale comme conseiller pour le groupe parlementaire de la France Insoumise, c'était une expérience éphémère mais intéressante. C'était le moment où étaient votées les ordonnances réformant le Code du travail. C'est une énorme réforme du Code du travail qui s'est fait vraiment au détriment des contre-pouvoirs salariaux. Et je sais que c'était lui qui était à la manœuvre au ministère du Travail ou à l'Élysée, je sais plus. Enfin, en tout cas, il a été conseiller et c'est un des artisans de cette réforme-là qui a été une catastrophe. Parce que moi, ensuite, je l'ai vu en bossant dans les entreprises. C'est-à-dire concrètement, moins de pouvoir pour les représentants du personnel. Ils sont moins nombreux et beaucoup plus de pouvoir pour l'arbitraire patronal. Donc, moi, c'est bien s'il fait son mea culpa, mais j'aimerais bien qu'il le fasse jusqu'au bout et qu'il dénonce les effets de la réforme que lui-même, je pense, en a rédigé une partie, quoi. Ok, donc ça c'était le premier. Voilà. Et ensuite j'ai reçu, qui est pas encore diffusé celui-là, donc je sais pas si ce sera avant, après, machin, mais David Baverez. Ça je connais pas. Qui a écrit qui est un investisseur qui vit à Hong Kong. Donc tu vois, je pense très dans le capitalisme et qui dit plusieurs choses. Alors je vais commencer par celui qui va dans le sens de ce que je t'explique. Enfin en tout cas pour rebondir à ce que tu disais, c'est que par rapport à la Suisse, par exemple, une société qui ne prend pas soin de toutes ces classes sociales, c'est une société qui peut pas fonctionner. Parce qu'il me dit, admettons que les marques de luxe achètent toutes les enseignes sur l'avenue des Champs-Élysées. Si c'est que pour derrière, toutes les vitrines se fassent casser parce qu'en fait, derrière, vous avez des gens qui n'arrivent pas à bosser, qui sont un peu, du coup, ça ne fonctionne pas. De toute évidence, ça ne fonctionne pas. Et donc, il dit, finalement, c'est important que tout le monde comprenne que on a tous intérêt à que tout le monde s'élève en même temps, parce que sinon la société se brise, en fait, ça ne marche pas. Donc tu vois, t'as quand même, je sais pas ce que tu penses de ça, mais tu le connais pas, donc du coup. Non, mais cette théorie, oui, on peut en dire des choses. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, d'un point de vue pro-capitaliste même, je pense que l'explosion des inégalités sociales est une mauvaise chose pour la durabilité de leur modèle. C'est ça. Bon, moi, je veux la fin de ce modèle-là, donc j'ai envie de dire, ils ont créé leur propre, à mon avis, ils ont créé leur propre défaite. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont justement, pour en revenir à Luigi Mangione, le fait que Luigi Mangione il soit acclamé montre qu'ils ont atteint leur propre défaite pour moi. Parce qu'en fait, si on était dans un système un peu plus respectueux de toutes ces classes sociales, comme ce qu'ils prônent, c'est-à-dire avec des inégalités, mais globalement, on essaie de pas trop taper sur ceux d'en bas, ils seraient pas aussi populaires, en fait. Ouais. On dirait juste, c'est un meurtrier, c'est pas cool, Brian Thompson, c'était un gars bien. Mais comment on explique que, d'un côté, Luigi, ça soit considéré comme une icône, et de l'autre côté, quand on regarde les personnes qui ont voté pour Trump, déjà, ils ont voté pour Trump en se posant la question,
Je pense, tu vois, de toutes les analyses que j'ai lues, alors il y a des trucs sur les hommes, etc. Je vais pas rentrer là parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais un des sujets, c'est lequel des deux candidats va me permettre de m'enrichir personnellement. Et les gens ont pensé, Trump va me permettre plus de m'enrichir personnellement. Donc d'un côté, on a Luigi érigé en sainteté, et de l'autre côté, oui, mais moi personnellement, comment je fais pour m'en sortir? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je vote pour Trump, tu vois. Tu vois, moi, je suis pas un spécialiste en sociologie électorale, mais je lis beaucoup de ces travaux-là. Et ce qui est de plus en plus que je crois à la lecture de ça, c'est que, en fait, il y a une grande différence entre ce qu'on pense et ce qu'on vote. C'est comme si le système électoral mettait énormément de filtres entre tes intérêts, tes croyances et ceux pour qui tu vas voter. Et si tu veux, c'est la même chose en France. C'est-à-dire que globalement, les gens qui votent, alors par ailleurs, les gens qui votent régulièrement, maintenant c'est moins de la moitié de la population. C'est surtout les vieux. En fait, voilà, mais rendre le vote obligatoire. Ce que disait d'ailleurs David Baverès, c'est qu'il faudrait rendre le vote obligatoire pour rajeunir. Moi, j'ai bien étudié les questions de vote obligatoire. Le problème, c'est que, en fait, tu mets des amendes, que du coup, en fait, ça va peser d'habitude sur les plus pauvres, sur les plus jeunes. Donc, en fait, c'est un système injuste et les pays avec le vote obligatoire n'obtiennent pas 100% de votants. Parce que c'est le cas en Grèce, par exemple. Mais ça, c'est une parenthèse. Non, en fait, il y a un filtre entre ce que tu votes et ce que tu penses. En France, c'est flagrant. C'est-à-dire que sur les enquêtes d'opinion, sur les sujets sociaux et écologiques, les gens sont majoritairement anticapitalistes. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que le capitalisme va nous permettre de faire face au réchauffement climatique. Ils ne pensent pas que le capitalisme soit plus juste. Ils sont ultra attachés à la sécurité sociale sous une version forte. Et en fait, quand tu vois ensuite pourquoi ils votent, si tu veux, 2/3 des votants, ils votent finalement centre-droit et extrême-droite. Donc en fait, ils votent pour des gens qui, par exemple, le RN, ils vont être contre la sécurité sociale, ils vont être contre toute action écologique, etc. Ils sont très militants anti-écologie. Donc en fait, c'est étrange. Mais ça, on le constate un peu partout. Donc moi, j'en suis venu à me dire que fallait se méfier, fallait pas déduire du vote ce que les gens pensaient, parce qu'en fait, il y a d'autres dynamiques qui se jouent là-dedans, des dynamiques affectives, des dynamiques de répondre au mépris, par exemple. Tu vas avoir tendance à voter pour le candidat dont tu penses qu'il est rebelle par rapport au système. Alors, c'est souvent à tort, tu vois. Donc là-dessus, j'ai un peu lâché l'affaire au sens où il me semble que justement le vote tel qu'il est conçu dans les démocraties représentatives, dites démocratie, n'est pas du tout représentatif de ce que les gens pensent. Et donc, du coup, on a un souci, quoi. Et ensuite, il y a tous les gens qui ne votent plus. Et eux, du coup, on sait plus vraiment ce qu'ils pensent. On le sait à travers ces grandes enquêtes d'opinion, souvent plus abouties que les sondages, donc celles qui sont menées par le CNRS, par exemple. On voit une opinion assez à gauche sur énormément de sujets économiques et sociaux. Sur les sujets économiques et sociaux, en tout cas. Ça, et même qui est de plus en plus à gauche, y compris sur les sujets d'immigration, et de plus en plus à gauche sur les sujets, alors là, sociétaux, comme la tolérance à l'homosexualité, à la transidentité, au féminisme. En France, on est vraiment une société très, très progressiste. Et pourtant, sur le vote, ça va pas être cette dimension-là qui nous semble hyper mise en avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est fou. C'est fou, mais ça montre aussi que les élections, c'est un système très imparfait et de plus en plus imparfait, et que dans ces moments-là, finalement, il se joue pas une projection en miroir de ce que les gens pensent et de ce que les gens vivent, mais il se joue autre chose. Et voilà, il y a énormément de chercheurs qui essaient de comprendre ce qui se joue là-dedans, quoi. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir cette. Et je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, elles doivent avoir. Ça doit résonner parce que l'humain est un être contradictoire. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Donc on est tous un peu contradictoires nécessairement, mais cette contradiction aussi forte entre tes valeurs et ce pourquoi tu votes. Après, il y a aussi un truc qui est complexe, et moi je me tue à l'expliquer, c'est que pour reprendre LFI, ils ont un programme de gauche et un discours d'extrême gauche. Donc les gens l'associent, en fait ils se concentrent sur le discours, donc ils associent évidemment, en dehors du fait que évidemment tout le monde les appelle extrême gauche, sauf le ministère de l'Intérieur et le Sénat. Donc c'est ça, c'est le Sénat qui a fait. Non, c'est pas le Sénat, c'est. C'est le ministère de l'Intérieur. Non, mais le ministère de l'Intérieur c'est obligatoire quand il y a un vote. Donc de toute façon ils l'ont fait et LFI est à gauche et pas à l'extrême gauche. Mais surtout il y a eu une plainte de l'extrême droite, enfin du RN, parce qu'il voulait pas être appelé extrême droite. Oui. Donc il y a une enquête qui a été menée par je sais plus si c'est le Sénat, je sais plus exactement qui l'a fait, mais enfin en tout cas une grande institution française, et qui les a repositionnés à gauche. Par contre l'extrême droite, ils ont un discours de droite avec un programme d'extrême droite. Et donc les gens, encore une fois, se positionnent sur le discours et pas sur le programme. Et ça dit aussi quelque chose, tu vois. Moi, j'ai en fait, d'ailleurs, le bouquin sur Luigi, j'en parle un petit peu de cette question de la personnalisation, par exemple. Et maintenant, je suis plus en paix avec ça.
Dans le bouquin, je parle par exemple un peu de comment ma grand-mère, elle était fan du bouquin de Michelle Obama, elle était fan de Michelle Obama, mais en même temps, elle avait été fan d'Arlette Aguillet. Enfin, en fait, notre réaction face à des personnalités publiques sont liées à un ensemble de facteurs, et il y a très peu de gens qui vont être très rationnels par rapport à ça. On dit toujours faut voter sur les programmes. En fait, il y a très peu de gens qui votent sur les programmes. Et même les gens qui disent qu'ils votent sur les programmes, en réalité, ils votent sur d'autres choses, sur des affects qui sont pas aléatoires. Hein. C'est des affects de classe, etc. Tu vois, moi, je suis persuadé qu'il y a un vote de classe pour le RN parce qu'ils mettent en avant des candidats qui ont une façon de se comporter, une façon de parler, une façon de se tenir, qui fait penser, qui crée des associations avec la classe ouvrière, complètement indépendamment de ce qu'ils disent, qui est un programme franchement vraiment antisocial qui va faire beaucoup de mal aux gens. Et à côté de ça, on pourrait ergoter des heures sur quelqu'un comme Mélenchon. C'est quelqu'un qui dégage des affects très variables et qui, je pense, peuvent braquer pour des raisons de classe. Par exemple, moi, j'ai toujours pensé que son côté professeur, que énormément de gens diplômés adorent, en disant quel pédagogue, c'est incroyable, bah ça braque des gens parce qu'ils n'ont pas envie d'un professeur qui leur fait la leçon. Bon, mais là, c'est... Moi, son ton me braque, par exemple. Ben, je comprends. Non, mais voilà. Et ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est pas du tout pris au sérieux par les milieux proches de la France Insoumise que je connais bien. C'est-à-dire que eux, vraiment, ils balayent cet argument, disant c'est pas ce qui compte, c'est le programme. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc, bah voilà. Mais bon, moi, encore une fois, je dis le vote, c'est qu'une facette de la société, c'est qu'une image très déformé de ce que pensent les gens, de ce que veulent les gens, de leurs intérêts. C'est un système dont les règles du jeu sont quand même définies d'en haut, dont les règles sont quand même très favorables aux candidats soutenus par la bourgeoisie. Et donc, moi je dirais qu'il faut pas se baser uniquement là-dessus quand on veut savoir ce que pense notre entourage. Voilà, je crois que c'est vain. Alors là-dessus, pour les gens que ça intéresse, il y a une lecture qui est passionnante. C'est un livre qui s'appelle Le mythe de la droitisation. Et le nom du chercheur qui l'a fait, pourtant que je connais, ne me revient pas. Moi aussi, j'ai un trou de mémoire. Ah bah ça donc, si tu parles maintenant. Mais le mythe de la droitisation, en plus, je pense que j'ai reçu le communiqué de presse de ce livre. Mais franchement, il est bien. Enfin, là, je trouve qu'à la fois c'est pointu, mais on comprend beaucoup cet effet de filtre, quoi. Qu'est-ce qui fait que, voilà, lui, il se base sur des grandes enquêtes longitudinales, donc sur des décennies, qui montrent qu'il y a une gauchisation sur énormément de sujets de la population française, et pourtant, ça se traduit pas dans le vote. Comment on en est là? C'est ça le point de départ de ce livre, et il donne des explications que je trouve assez convaincantes. Parfait. Pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que tu penses du fait que la France soit le pays, alors je sais pas si c'est la réalité, mais je crois que c'est la réalité, le plus social, c'est-à-dire avec le système d'aide le plus important. Et du coup, quand il y a un certain nombre de personnes qui disent oui, mais ça ne suffit pas, ça marche pas, le système est cassé, etc., ont tendance à dire oui, mais attends, on est déjà beaucoup en France, c'est un pays d'assistés. Tu vois tout ce niveau de discours. Oui, ça c'est vraiment une idée reçue parce qu'en fait, quand tu regardes plein d'items, on n'est pas le pays le plus social. Je pense qu'on nous a habitués à cette idée. Tu vois, moi, sur la question du travail que je connais bien, par exemple, on nous dit toujours la France c'est un pays très protecteur pour les salariés. Bah non. Franchement, quand tu compares les droits du travail avec d'autres pays d'Europe, on a un droit du travail qui est très régressif, qui protège très peu de la violence, par exemple, comparé à l'Allemagne, comparé à la Scandinavie, comparé même à la Belgique. Et sur le plan de la redistribution, oui, il y a une dépense publique qui est forte, mais il faut voir où cette dépense publique est affectée, qui en bénéficie. Les entreprises. Et les entreprises, exactement. La redistribution, elle est inégalitaire. Le système fiscal, il est inégalitaire. Donc non, on n'est pas du tout le pays le plus redistributif du monde. C'était intéressant, par exemple, sur les jours fériés. On a appris, quand il y a eu ce débat sur les jours fériés, bon, j'espère que cette mesure n'aura pas lieu, donc supprimer des jours fériés. En fait, on se rendait compte, il y avait des comparatifs qui avaient été faits qu'en fait, en France, on avait à peu près le même nombre de jours fériés que pas mal de pays d'Europe et qu'on en avait moins que plein d'autres, et que si on nous en tire 2, on va clairement être le pays d'Europe avec le moins de jours fériés. Donc c'est quand même frappant de se rendre compte de ça. Moi, je crois vraiment on nous a manipulés, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu une idée reçue très forte, cette idée genre on n'a pas à se plaindre parce qu'on a quand même un super système social. Faudrait peut-être dégonfler notre baudruche parce que c'est daté, ça. Tu vois, par exemple, le système de santé français était classé premier en 2000 par l'OMS. On n'est plus du tout premier, hein. On est vraiment, je crois qu'on est 30e, 35e. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même énormément de pays où on est mieux soigné, mieux pris en charge, où la population est en meilleure santé qu'en France. Et je pense qu'il est temps de prendre conscience d'à quel point on est en train de se faire avoir là-dessus et d'arrêter de se dire on est des enfants gâtés qui nous plaignons. C'est pas du tout la réalité. Et alors là, ces 10 dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, on a
2 fois plus de SDF. On a un taux de privation matérielle, donc le fait de pas pouvoir se fournir un certain nombre de biens essentiels qui a considérablement augmenté. Le taux de pauvreté également. Non, franchement, ça va pas du tout. On a, par exemple, un système très dérégulé sur le plan du logement. Le logement, ça nous bouffe nos vies. On le voit à cette rentrée, hein, il y a beaucoup de reportages sur les étudiants qui n'arrivent carrément pas à se loger. Dans n'importe quelle ville de France, en fait, t'arrives plus à avoir un studio abordable. C'est quand même une spécificité française. Il y a des pays, des villes, ou même des grandes villes, où le logement, c'est quelque chose de régulé, d'encadré. Donc en fait, tu peux pas autant profiter d'un besoin fondamental comme le logement. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon, hein. Cela dit, c'est régulé. Hein. Oui, c'est régulé, mais c'est un système de régulation qui a entériné des niveaux délirants. Enfin, je veux dire, la régulation, elle est arrivée trop tard, elle est très imparfaite, tout le monde le dit, il faut pouvoir la faire respecter. Enfin, voilà, ces systèmes d'encadrement, évidemment, ils sont nécessaires, mais pour moi, ils sont arrivés trop tard. On devrait avoir des encadrements à la baisse, etc. Enfin, c'est évident si on prend que ce sujet-là. Mais si je prends un peu de hauteur et que je me positionne au niveau global, la France, elle a aussi été déclassée au niveau économique. On est, ce qu'ils aiment bien dire chez Thinkerview, comment ils disent, une moyenne puissance, en haut. Et ce qui est vrai, c'est que le PIB par habitant en France, il est passé de la 4e à la 24e place. Ce qui implique aussi les problématiques de logement, parce qu'en fait, il y a un appartement sur 3 à Paris, dans le centre, qui sont achetés par des étrangers. D'où les appartements à quelques millions, dont tout le monde se pose la question qui les achète. Et ben, c'est pas des Français, en fait, hein, tout simplement. Et tu te dis, toutes les grandes entreprises auxquelles tu fais référence, ces entreprises-là, elles nous permettent quand même de combattre, entre guillemets, ou en tout cas de résister d'une manière ou d'une autre à une dépendance qui est extrêmement forte des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Est-ce que dans ce sens-là, c'est pas aussi important de ne pas que leur taper dessus, de se dire attends, ces entreprises-là, elles sont aussi utiles pour l'intégralité du groupe, parce qu'en fait, elles nous évitent une vassalisation totale qui est quasiment finie. Hein, il faut regarder les données, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ces entreprises nous rapportent plus qu'elles nous coûtent? C'est plus du tout évident. Tu vois, je prends une entreprise comme la CMA-CGM. CMA-CGM, la Compagnie Générale Maritime, c'était une entreprise publique très connue, qui était un fleuron français. C'était notamment le paquebot France, etc., etc. Vraiment une sorte de bijou de famille qui a été vendu pour que dalle à la famille Saadé au début des années 90. Au sein d'une affaire pas très nette, avec une procédure qui a été très douteuse, avec des connivences politiques et une boîte publique qui avait été renflouée juste avant par le contribuable, d'1 milliard de francs. Ça, je prends cet exemple-là parce que c'est ça les débuts de CMA-CGM. CMA-CGM se propulse vraiment en termes de fortune. Enfin, la famille Saadé devient méga riche à l'aune des années 2020. Parce qu'en fait, ils ont bénéficié de la reprise économique post-Covid qui fait que la reprise du trafic a permis des augmentations tarifaires énormes de la part des compagnies maritimes. Et il se trouve que CMA-CGM fait partie des 4 premières. CMA-CGM est basé à Marseille. Ils ont une tour sur le port, etc. C'est vraiment le premier employeur privé de la ville. Et c'était marrant parce que dans Challenge, par exemple, il y a des reportages sur CMA-CGM. Du coup, ils arrosent tout le monde à Marseille. Mais en fait, et donc ils disent, ils sont très généreux, ils n'hésitent pas pour telle fondation d'art à faire des chèques comme ça. Le truc, c'est que CMA-CGM, c'est aussi une entreprise qui a une fiscalité complètement dérogatoire, qui est la fiscalité des compagnies maritimes et des armateurs, qui fait perdre, les calculs ont été faits entre 4 et 5 milliards d'euros par an aux contribuables, parce qu'en fait, ils payent pas autant d'impôts que les autres entreprises. Donc, tu vois, typiquement, d'un côté, ils font du mécénat à coups de millions par-ci par-là, c'est très impressionnant, un gars qui te fait un chèque d'1 million pour ton musée. Oui. Mais de l'autre, en fait, ils payent pas plusieurs milliards par an. C'est ce genre d'équation qu'il faut faire, quoi. Et donc, pour te répondre, non, moi je crois que le bilan de ces grands groupes, il est calamiteux pour la France en particulier, parce que tu vois, le décrochage qu'on subit, c'est aussi celui de la désindustrialisation, qui est un processus qui a été choisi par tous ces grands groupes. Et par les politiques aussi. Et par les politiques. Les politiques qui ont passé leur temps à arroser ces grands groupes, et ils continuent de le faire, en disant vous créerez de l'emploi. Les grands groupes, ils prennent l'argent et ils disent ouais, mais on se casse quand même, en fait, parce que ça va pas, il y a moins cher ailleurs. L'argent est disparu. Michelin a fait ça, enfin toutes ces boîtes ont fait ça, Sanofi a fait ça, on n'en voit plus la couleur. Donc à la fin, le bilan, il est quand même très négatif, quoi, si tu veux. C'est exactement ce qu'ils nous disent, il faut les choyer, sauf qu'en fait, on ne les contrôle pas, alors même qu'on les finance, et à la fin, ils se barrent quand même. Donc là, il faut se poser des questions sur comment on fait en sorte que ces entreprises-là, qui sont de nationalité française, elles servent l'intérêt des gens. Et quand je dis des gens, c'est pas simplement des Français, parce que c'est aussi des entreprises qui font leur profit aussi beaucoup ailleurs, notamment en Afrique.
dans le cas de CMA-CGM, dans le cas de Bolloré, etc. Donc comment on fait pour que le gain il soit vraiment distribué aux populations? Et moi je crois qu'en fait les grandes entreprises mondiales actuelles, elles se comportent de façon prédatrice, elles prennent tout l'argent public, l'emploi, etc. et elles en font ensuite littéralement ce qu'elles veulent, et ce qu'elles veulent c'est enrichir leurs actionnaires. C'est ça ce que donnent les indicateurs macroéconomiques. Le fameux ruissellement de ces grandes entreprises là, on le voit pas. On le voit dans l'autre sens. C'est-à-dire l'argent public a ruissellé, effectivement. Mais pas vers nous. Pas vers nous. Tu critiques beaucoup le capitalisme, et en même temps, une des questions que j'ai moi, mais aussi un des points que tu abordes dans le bouquin, c'est ok, mais il y a quoi d'autre comme si ça... D'abord, comment tu définirais le capitalisme? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Enfin, c'est une bonne question, pardon, je me lance des fleurs, mais c'est une question importante. C'est une question importante. On va dire ça plutôt comme ça. Et ensuite, c'est quoi l'alternative ou les alternatives? Enfin, alternative, c'est déjà au pluriel par définition. Oui. Non, mais c'est important de définir le capitalisme parce qu'il y a des gens qui prennent une définition extensive où en gros t'es capitaliste à partir du moment où tu vends un radis et tu récoltes des centimes en échange, c'est capitaliste. Non, le capitalisme c'est pas le fait de vendre et d'acheter, c'est même pas le fait d'avoir un marché, c'est la séparation entre le capital et le travail. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est un système qui permet à ce que des gens qui possèdent quelque chose, sous prétexte qu'ils possèdent quelque chose, puissent faire travailler des autres et prendre du profit sur leur travail. Et par extension, le capitalisme, c'est le système qui fait en sorte que énormément de secteurs qui n'étaient pas soumis à ce mécanisme-là le soient. Donc une logique capitaliste par exemple, c'est t'as un secteur de santé public, et tu vas réduire son ampleur de façon à ce qu'il y ait un marché privé qui émerge et qui permette de dégager du profit, par exemple sur les maisons de retraite, sur les EHPAD. D'ailleurs, il y a une étude récente qui a montré que les EHPAD privés, il y avait moins de personnel et les gens étaient moins bien traités alors qu'ils sont plus chers. Ça, c'est vraiment le capitalisme résumé, quoi. C'est de faire de l'argent pour ceux qui possèdent, encore une fois, c'est pas pour les travailleurs, parce que les travailleurs des EHPAD privés, ils en voient pas la couleur, à partir de ressources et à partir du travail des autres. Et donc, là, on se dit, c'est quoi alors pas de capitalisme? C'est plus simple. C'est pas plus de monnaie, c'est pas on est tous tout nus à faire du troc. C'est pas ça le capitalisme, encore que ça pourrait être sympa. Mais c'est une économie où ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent sont celles et ceux qui décident. Voilà. Donc en fait, ça existe déjà. En fait, il y a énormément de secteurs non capitalistes dans la société. On peut citer le secteur associatif, même si ça tend à changer parce qu'il y a des logiques évidemment qui s'imposent. Le secteur public évidemment, le secteur coopératif. Et en France, en fait, il y a énormément d'endroits qui ne dépendent pas du système capitaliste. La sécurité sociale entière, qui représente un budget énorme, c'est pas c'est pas capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a personne qui s'enrichit, qui fait du profit sur le dos de la sécu. Alors en fait, indirectement si, parce que t'as des spécialistes qui font de la surfacturation. Oui, bien sûr. T'as les groupes privés de les pharma cliniques. pendant le Covid. Voilà. T'inquiète qu'il y a quand même des gens qui trouvent leur intérêt, mais c'est pas ça en tout cas le mécanisme principal. On va dire c'est des dérives. Donc en fait, ça existe déjà, l'inverse du capitalisme. La question c'est, est-ce qu'on étend plutôt le capitalisme, ça c'est la logique actuelle, ou est-ce qu'on réduit le capitalisme? Et qu'est-ce qui est mieux pour les peuples? Qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement? Mais comment on peut l'envisager à l'échelle? Parce que en fait, la sécurité sociale, ils sont en monopole, entre guillemets. Donc c'est... Et là, tu remets en cause du coup la démocratie. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une démocratie? Mais comment tu passes à l'échelle sur un modèle où, enfin, ça semble utopique. Et quand je dis utopique, c'est pas négatif du tout. Mais comment tu peux faire ce shift en fait? En fait, tu vois, il y a des groupes qui travaillent à ça sur des secteurs précis. Ça permet de bien comprendre. Il y a deux projets, que je connais bien, il y a la sécurité sociale de la mort, on va y revenir, et la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la sécurité sociale de la mort, c'est de dire la sécu, elle prend en charge les soins à l'hôpital et tout. Par contre, je sais pas si t'as déjà eu des décès dans ta famille, mais c'est l'enfer absolu. C'est-à-dire que tu subis un décès, et là, tu te retrouves à aller dans une entreprise qui sont là, bonjour, voilà notre formule sur les cercueils, est-ce qu'il faut mieux un petit coussin ou pas? Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est quand même une expérience paranormale. Oui, moi, je l'ai fait pour mon père, donc je vois bien. Voilà. Bon, tu vois ce que ça remue, et en fait, à quel point on est privé quand même d'un moment
au profit d'entreprises privées, alors plus ou moins grandes. En France, il y a des grands groupes en fait qui monopolisent de plus en plus ça. Tiens, les petites boîtes de funérailles où tu pouvais avoir de l'humain sont remplacées par des grands groupes. Et en gros, ils font en sorte que dans ce moment si particulier où en plus t'es pas forcément maître de tes moyens, ils puissent dégager leur petit profit, tu vois. Et donc il y a des groupes qui travaillent à faire en sorte que concrètement, par exemple, la Sécu ou une caisse spéciale auquel on cotise tous prennent en charge ce genre de choses-là et qu'on arrête de financer des publicitaires, qu'on arrête de... Parce que c'est ça aussi, le capitalisme, ça coûte cher parce que ces boîtes-là, pour acquérir des marchés, il faut payer de la publicité, il faut payer des trucs, il faut payer des DRH, il faut payer des actionnaires, évidemment. Donc en fait, la Sécu, par exemple, c'est prouvé pour la santé. Les complémentaires santé privés, par exemple, ils ont des coûts de gestion plus importants que la Sécu publique. C'est-à-dire que le capitalisme, ça coûte cher. Puis le deuxième chose, un peu plus réjouissant, parce que là, j'ai parlé d'un sujet badant, mais moi, je trouve très important, en fait, parce que c'est pas rien. La question des funérailles, la question de comment on prend soin de nos disparus, c'est quand même une question démocratique importante. Surtout que ces entreprises, elles profitent de ton malheur, du fait que tu veux respecter la personne, et donc elles jouent sur des affects qui sont... Mais ouais. Pas géniaux, quoi. Tu sais, c'est terrible, pour te faire dépenser de l'argent. Ouais, sur ta culpabilité, sur ton deuil. Et du coup, pour des gens vraiment pauvres, c'est des milliers d'euros qui doivent sortir tout de suite. Et en fait, ils osent pas ne pas les sortir parce qu'ils se disent que ça serait un manque de respect pour la personne que j'ai perdue, pour ses proches, etc. Les logiques sont dégueulasses. Et puis ensuite, t'as l'alimentation. Ça, c'est intéressant sur le plan sanitaire et écologique. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet porté par des ingénieurs et puis par un collectif fait d'agriculteurs, etc., qui dit, en gros, on pourrait faire une caisse de sécu sur l'alimentation qui, par exemple, pour commencer, t'as 100 euros par mois auquel on cotise. Et donc, ça nous donne une sorte de carte vitale qui permet d'acheter de la bouffe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de flécher la production. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on se dise on veut favoriser les productions qui respectent la biodiversité, on veut favoriser les petites fermes, on veut favoriser le bio, imaginons, et du coup, on conventionne ça en quelque sorte, et du coup, tu as tout un marché qui émerge de petits agriculteurs, etc., qui, quelque part, ont une clientèle qui leur est fournie. Et là, c'est pas une logique capitaliste, si tu veux, parce que c'est une logique assurantielle, on s'assure mutuellement pour avoir à bouffer. Et les critères, c'est pas j'essaie de produire le plus possible dans les conditions les plus dégueulasses possibles pour tirer les prix vers le bas. C'est des critères qui sont liés à des impératifs socio-écologiques. Là, tu vois, c'est anticapitaliste parce qu'en fait, le capitalisme, en gros, c'est très simple, c'est que globalement, tout in fine, même si c'est enrobé de discours sur les valeurs de l'entreprise, etc., tend vers la satisfaction des intérêts à court terme des actionnaires. Hein. C'est ça le capitalisme. Alors après, toi, tu connais des gens qui essaient de faire différemment, qui essaient de ménager ça, qui essaient mais je pense que c'est compliqué. Et en fait, la logique non capitaliste, c'est tu subordonnes la production à d'autres objectifs. Donc, cet objectif, c'est par exemple nourrir les gens, toutes catégories sociales confondues, et nourrir les gens bien. Parce qu'en fait, la critique facile de ce que tu es en train de décrire, qu'on m'a déjà faite, donc du coup, je me permets de te la reproduire. Le communisme, c'est le régime qui a tué le plus de gens dans le monde, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce que tu décris, ça ressemble beaucoup au communisme. Oui, tu remarqueras que j'emploie pas le terme communisme. Je pense que c'est un terme qui est définitivement sali par l'histoire et je vais pas m'occuper de le sauver. En fait, précisément, il y a quand même une grosse différence entre le communisme et ce que je décris, c'est que le communisme tel qu'on l'a connu, c'était des formes étatiques. C'est-à-dire que en Union soviétique ou ailleurs, ils ont mis la main mise, c'était vraiment l'État qui décidait et de la production et de la façon dont on traite les gens, etc., etc. Et moi, j'ai pas confiance dans l'État pour plein de raisons. J'ai pas confiance dans l'ultra-centralisation, par exemple. Je pense qu'aussi c'est des modèles qui ont suspendu la démocratie immédiatement. Ça, c'est leur point commun. Donc, c'est des modèles antidémocratiques fondamentaux. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment l'erreur majeure. C'est des modèles aussi qui ont justifié la violence au nom d'un idéal supérieur. Hein, dans Saint-Luigi, je parle bien du problème de cette chose-là. Donc bon, mais en fait, en même temps, je te dis ça et je comprends évidemment que c'est ça notre plus gros problème en tant que révolutionnaire anticapitaliste. J'emploie des grands mots, mais on pourrait dire ça. Révolutionnaire, ça suppose que tu es à l'extrême gauche, du coup. Oui. Enfin, moi, encore une fois, l'extrême gauche, c'est un classement électoral, quoi. Moi, ma réflexion, elle est située en dehors de ça et elle concerne des gens très différents. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'étatisme, c'est un problème. C'est-à-dire à partir du moment où tu recrées une nouvelle classe dominante qui vont être les hauts fonctionnaires, les commissaires au plan, etc., etc.,
oui, tu peux créer des systèmes effectivement violents qui brident toute initiative individuelle, qui sur le plan des conditions de travail ont été très très dures. L'Union soviétique, c'était pas le paradis des travailleurs, contrairement à ce qu'ils disaient. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un système de partage démocratique avec, et aussi, ça c'est très important, toujours des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que l'erreur aussi, c'est de penser qu'on va réussir à créer un système parfait, tu vois. On va dire, système parfait, ça s'appelle le communisme, et il ne souffrira d'aucune critique. Et donc, il dit, vu qu'on est sous le communisme, on n'a pas besoin de syndicats, par exemple. Ça, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'il disait, non, il n'y a pas besoin de contre-pouvoir, c'est déjà le bonheur. Non, en fait, moi, je pense qu'il faut prendre acte de l'imperfectibilité de l'humanité, de la continuité des rapports de domination, et donc de la nécessité d'avoir des systèmes et démocratiques, et avec énormément de contre-pouvoirs, tu vois. C'est des débats que j'ai, par exemple, avec des gens qui sont engagés dans l'économie coopérative. Ils disent, dans les coopératives, il n'y a pas besoin de syndicats, vu que tout le monde participe. T'es là, si, il y a besoin de syndicats, parce qu'en fait, dans tout système, il y a des imperfections, il y a des monopolisations de pouvoir, et donc il faut des contre-pouvoirs. Mais donc, toi, si t'es contre l'État, c'est-à-dire que dans ton modèle, dans ce que t'as en tête, d'ailleurs, Maffezoli, il est un peu dans cette même dynamique, mais tu n'envisages pas d'État. Enfin, d'État, dans le sens, il faut bien des politiques d'une certaine manière. Non, mais oui. Non, mais moi, je pense que, en fait, moi, je suis pas dogmatique. En fait, j'envisage des systèmes mixtes, tu vois, avec la coexistence de différentes logiques. La logique étatique, par exemple, elle est évidemment utile pour tout ce qui relève du régalien, comme on dit. Mais même ça pourrait être remis en question, par exemple, parce qu'on a forcément besoin d'une armée qui nous coûte si cher. Est-ce qu'on a besoin d'une police qui est un corps autonome géré directement par un seul ministère? Il y a beaucoup de choses qui sont interrogées aussi dans le système étatique et aussi dans la violence que ça peut déchaîner. Donc oui, moi j'ai une méfiance envers l'État en tant que pouvoir qui est donné à une caste, par exemple celle des hauts fonctionnaires, qu'en France, je pense, c'est particulièrement toxique, qui peut être mis sous la coupe d'un groupe. Donc, mais si tu veux, je pense pas. Enfin, j'essaie de pas décrire les choses en termes d'absolu, quoi. Moi, je veux que les gens ils se projettent dans quelque chose d'un peu imaginable, quoi. Donc, se diraient, peut-être qu'il y aura encore un État qui, par exemple, centralisera les trucs qu'il faut centraliser. Si tu veux, par exemple, le secteur de l'énergie, ça me semble évident qu'il faut le centraliser. Que l'éclatement actuel qui est lié à l'envie de privatisation impulsée notamment par l'UE, mais très accepté par nos dirigeants, c'est une source de chaos sur le plan de l'équilibre de nos infrastructures et sur le plan écologique. Donc, par exemple, peut-être que sur l'énergie, il faut un État. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent un État. Je suis pas arrêté là-dessus. Et encore une fois, moi, ce que j'essaie de faire, ma contribution que j'essaie d'apporter, c'est de faire en sorte que les gens se projettent dans autre chose et qu'ils essaient de le construire à leur échelle et à l'échelle collective. Et je pense qu'il faut aussi en finir avec les plans tout faits. Moi, je vais pas apporter de plans tout faits, j'ai pas cette prétention-là. Et je pense que l'erreur des révolutionnaires passés, ça a été justement d'apporter des plans tout faits, construits sur des dogmes qu'ils ont fini par imposer de force et en niant leurs imperfections. Voilà. Est-ce qu'un exemple de ça serait pas Ecotopia ? Enfin, je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, mais... Non, j'ai pas lu. Je vois ce que c'est, mais j'ai pas lu, non. Alors du coup, tu peux pas répondre. Ouais, non, je peux pas répondre. Mais en fait, des exemples, il y en a. C'est-à-dire que, comme tu dis, des livres, des théories, des imaginaires de modèles alternatifs, il en existe pas mal. C'est pareil sur le plan des institutions démocratiques, etc. Donc, je veux dire, la réflexion, elle est pas vide dans la matière. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un processus moi je dirais révolutionnaire, où en fait on a les capacités de pouvoir s'emparer des choses et de pouvoir changer le statu quo actuel. On n'est pas encore entré dans ce processus. Et comment au niveau individuel je peux m'y prendre ? Parce qu'en fait, tu vas me faire une réponse courte parce que tu dois partir, mais parce qu'en fait les gens qui nous écoutent ils disent ok, super Nico, mais en dehors des fêtes de voter, comment je fais quoi ? Parce que moi je vais toujours au boulot, je prends le métro, je m'occupe de mes gosses, je suis en train de courir, je vois pas très bien. Non mais moi je pense qu'on peut pas tous devenir guerrier héros. On doit se sortir de cette culpabilité aussi de pas réussir à faire grand chose parce qu'on est pris dans un système très fort de contraintes, etc. Donc moi je dirais se déculpabiliser parce que je sais que sur les gens qui veulent des alternatives, ils sont toujours en train de se dire et moi je fais rien, et moi je prends l'avion, et moi j'achète Amazon, etc. Bon, débarrassons-nous de tout ça, moi je trouve que ça nous encombre pour rien. Par contre, un exemple, si tu veux, un endroit sur les gens qui ont un travail, moi je pense que l'entreprise, c'est une bonne échelle pour commencer à impulser des changements. Donc moi par exemple, je dis voilà, tu peux commencer à t'entendre avec tes collègues, essayer de travailler différemment, essayer de mettre en place des choses, essayer de remettre en question les hiérarchies. Et puis ensuite, il y a
tout ce qui est de l'ordre des échéances nationales ou internationales. Donc là, on a une échéance nationale, par exemple, c'est le mouvement du 10 septembre, qui est quand même un mouvement assez révolutionnaire dans sa façon de faire, qui veut mettre fin aux politiques qu'on subit. Et dans ce genre de moment où on s'y rend, voilà, plus ou moins à reculons parce qu'on connaît pas les codes, etc. Mais justement, ce mouvement-là, il a pas vraiment de code, donc c'est facile d'y aller. On y va, on rencontre des gens, et puis on essaie de faire changer les choses collectivement. Voilà, il y a un peu ces deux échelons, quoi. Ce que tu peux faire dans ton entourage proche, tu vois, ça peut être à la fois, ça peut être faire une fête des voisins où tu prends soin des autres, ça peut être changer, mettre fin à la violence qu'il y a dans ton travail, et puis à côté de ça, essayer de participer à des mouvements plus globaux, nationaux, internationaux. Oui, je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut essayer de faire dans la limite de ses capacités, et parfois on n'en a juste pas, et c'est pas grave. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, merci à toi. Je vais te poser cette dernière question du podcast qui est importante. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte avant de partir déjeuner. Moi, je pense que ce à quoi je vous ouvrirai la porte, c'est un idéal révolutionnaire, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas condamné à vivre dans le système qu'on nous fait croire, pour lequel on nous fait croire qu'on est fait, si tu veux. Donc, l'humanité n'est pas destinée, encore une fois, à vivre des rapports de domination, à couvrir des génocides, etc. C'est faux, on nous raconte ça, mais c'est complètement faux. On peut passer à un stade supérieur de notre humanité qui est ce dépassement. Ça, j'y crois vachement. Ça, j'ouvre la porte à ça et je ferme la porte. Et évidemment, du coup, le corollaire, c'est ce sentiment de résignation-là. Cette idée, pour ça, je parle de la culpabilité, parce que tu vois, cette culpabilité, alors qu'il peut avoir des racines chrétiennes ou d'autres religions. L'idée qu'en fait, l'humanité est damnée, quoi. On est limité, on est mesquin, on est égoïste. Et d'ailleurs, les gens, on le voit, ils sont sur leur smartphone, etc. Tu vois ce discours-là, qui d'ailleurs, pour l'homme, machin. Qui est d'ailleurs très présent à gauche. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un discours de droite, c'est un discours très répandu et à gauche vachement aussi. C'est-à-dire de dire, les gens ils sont cons, quoi. Voilà, tu vois ça. C'est vraiment, pour moi, c'est le truc qui mine toute action collective. Et je l'entends encore trop souvent. Je l'entends de la part de syndicalistes. Alors ça, c'est tout le temps. Vous voyez, on va pas faire grève, parce que de toute façon les collègues ils se bougeront pas. Faut en finir avec ça. En fait, si tu veux, je prétends pas que les gens sont géniaux, mais je dis juste que si tu veux faire bouger les choses, il faut partir du principe qu'ils ne sont pas égoïstes, résignés et cons. Voilà, sinon tu n'y arriveras à rien. Oui, ça me paraît être un bon début. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Non, avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.